À mesure que la demande en énergie grimpe, la nécessité de préserver les ressources de notre planète s'intensifie. We remain so dreadfully far off track. Major emitters must dramatically accelerate delivery. We have a window of time which is closing, and we need everybody who cares to get together and find solutions now. Nous devons nous appuyer sur des sources d'énergie propres et accessibles. Nous devons accélérer le développement de solutions concrètes. Nous devons capitaliser sur l'échelle locale. Today can be a turning point to make the clean energy go global. Ce qu'on acte, c'est quand même la sortie des énergies fossiles. De nombreuses sources insoupçonnées restent sous-exploitées. Autant de gisements d'énergie en sommeil qui ne demandent qu'à être développés. Are we the science people or are we the idiots? Ne pas les exploiter revient à se priver d'une énergie précieuse et durable. Nous devons développer des sources inexploitées, sûres et pérennes, des sources décarbonantes et disponibles à grande échelle. Nous avons acté aujourd'hui un objectif de triplement de production des énergies renouvelables. Des déchets municipaux au traitement des eaux usées, du biogaz et des biocarburants aux panneaux photovoltaïques. De la récupération de chaleur et de froid, à l'efficacité énergétique stimulée par l'intelligence artificielle, toutes ces sources d'énergie doivent être intégrées. Pour générer une énergie verte, pour les citoyens et les industries sur tous les territoires. Il ne s'agit pas de promesses lointaines, mais de solutions concrètes, déployées à l'échelle locale, au plus près des besoins de chacun. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. A new global energy economy is emerging much faster than many people think. À mesure que nous nous engageons dans la transition énergétique et que nous explorons des moyens de produire une énergie durable et abordable, Hoy momento, si queremos vivir bien en nuestro planeta para que detenga ese cambio climático, tenemos que levantar, tenemos que aliar y enfrentar. nous ne pouvons ignorer l'énergie présente au sein de notre planète. Une énergie qui doit être liée au territoire et profitable à ses habitants. Une énergie à laquelle nous devons être connectés. Êtes-vous prêts ? Bonjour à tous, bienvenue à ce Deep Dive de Veolia. L'événement d'aujourd'hui sera consacré à l'énergie et plus spécifiquement à la façon dont Veolia utilise l'énergie au niveau local pour répondre aux défis de la décarbonation et de l'autosuffisance pour ses clients. Et nous allons regarder rapidement le programme de ce matin, si je peux avoir le programme sur l'écran. Et comme vous voyez, nous allons commencer avec un contexte général, le panorama du marché et de l'énergie par Veolia et comment tout ceci est intégré aux activités de Veolia. Nous allons regarder les business models et les offres au niveau énergétique pour Veolia. Nous allons nous concentrer sur le Royaume-Uni et l'Europe du Nord et nous aurons un temps consacré aux questions-réponses, bien sûr. Gardez en tête que nous avons bien sûr des présentations à vous proposer aujourd'hui, mais nous aimerions que vous regardiez également certains exemples concrets sur le terrain de solutions implémentées par Veolia. Nous avons une démo de Hubgrade, qui est le système d'intelligence artificielle de Veolia, qui est là-bas. Je pense que vous l'avez regardé pour certains. Et allez-y, faites l'expérience de Hubgrade pendant la pause méridienne, un peu plus tard. Et il faut aussi garder en tête que nous espérons que vous serez avec nous cet après-midi pour la visite du site de Landman Way cet après-midi. Et si vous avez besoin d'un programme détaillé de cette journée complète, eh bien, il est disponible sur ces poteaux totems qui sont du côté donc, de la pause de ce côté-là de la salle. Et bienvenue à tous de nouveau, que vous soyez ici dans la salle avec nous aujourd'hui ou si vous êtes connectés à distance. Et voilà, pour mes mots d'introduction, nous pouvons maintenant accueillir la directrice générale de Veolia, Estelle Brechlianoff. Bonjour Estelle.
Ceci est le premier d'une série d'événements que Veolia va organiser pendant l'année 2024. Qu'est-ce que vous espérez partager avec ces deep dives et pourquoi est-ce que vous commencez avec l'énergie? Eh bien, avant de répondre à votre question, j'aimerais accueillir toutes les personnes présentes. Je suis heureuse de voir que la salle est bien remplie et merci à tous qui avaient fait le voyage jusqu'à Londres et bienvenue également aux personnes qui nous écoutent en live et à distance. Pourquoi ce deep dive? Eh bien, premièrement, le deep dive sur l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est une de nos activités de cœur chez Veolia. Nous allons le voir un peu plus tard. 10 milliards de chiffre d'affaires, donc 25% de nos activités globalement. Nous avons un positionnement unique et exceptionnel avec beaucoup d'activités déjà existantes et la capacité d'être leader de notre marché d'énergie locale et décarbonante et un très fort potentiel et aussi des ambitions très élevées également. Et c'est un mot que je vais prononcer beaucoup aujourd'hui, l'accélération. Et c'est cette ambition que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi cette ambition et je vais aussi vous donner l'impression que c'est une activité sous-évaluée chez Veolia par rapport à son potentiel et ce que nous faisons déjà. Et c'est pourquoi nous avons décidé de commencer avec donc ce point focal sur l'énergie. Merci et je vais vous laisser partager votre vision du marché de l'énergie et le positionnement de Veolia là-dessus. Merci et je vais commencer avec quelques chiffres si vous me le permettez. Pour certains d'entre vous, ces chiffres paraîtraient évidents ou peut-être pas d'ailleurs. Et juste pour en mentionner quelques-uns, à commencer par l'Europe et à commencer par la situation géopolitique en quelque sorte. En Europe, nous dépendons des importations d'énergie fossile. 50% de notre demande énergétique dépend d'énergie fossile importée. Et c'est pourquoi la résilience et l'autonomie stratégique est un élément essentiel de notre stratégie énergétique actuelle. Deuxièmement, nous passons d'un système très centralisé de production d'énergie à un système très décentralisé progressivement avec de plus en plus d'énergie renouvelable et de plus en plus de solaire et d'éoliennes qui génèrent une intermittence de la production énergétique, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de la demande pour les actifs flexibles et nous allons en parler davantage dans les présentations. Troisième élément, le carbone. Il ne s'agit pas que de l'Europe, le monde entier cherche à réduire cette production de CO2, moins 50% pour l'Europe d'ici la fin de la décennie globalement. Et donc, la décarbonation est un élément crucial pour les stratégies des parties prenantes publiques, privées, etc. Mais un chiffre qui est moins connu, c'est que lorsqu'on pense à l'énergie, on pense à l'électricité et le mix énergétique pour produire de l'électricité. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Bien sûr, c'est un débat tout à fait pertinent, mais on tente à oublier que 50% de l'énergie est en fait consommée en chaleur. La chaleur pour chauffer les foyers, les industries, les locaux commerciaux, et c'est un facteur essentiel de ce paysage énergétique. Voilà pour les premiers chiffres. Et vous vous demandez maintenant certainement quel est le marché de Veolia dans ce sens. Et j'ai mentionné le fait que c'est un marché local et décarbonant pour l'objectif de cette énergie. Nous allons regarder plus en détail ce que cela veut dire dans un instant. Mais nous parlons ici d'un marché de 500 milliards d'euros par le monde avec trois sous-segments ou sous-marchés en quelque sorte. Premièrement, la bioénergie qui est produite typiquement à partir de ce qui n'est pas utilisé, donc les déchets non recyclables, la chaleur fatale, les eaux usées, la biomasse perdue.
à quoi nous ajoutons des services ancillaires en termes de flexibilité dont je viens de parler il y a un instant, qui vient donc de plus en plus avec les renouvelables qui sont de plus en plus présents dans le mix énergétique de beaucoup de pays. La deuxième partie de ce marché, c'est la distribution de l'énergie locale. Donc typiquement les réseaux de chaleur locaux, les réseaux de refroidissement locaux qui sont beaucoup plus efficients que les générations de chaleur individuelles. Et nous allons en parler dans un instant également. Troisième élément, il s'agit de l'efficience énergétique. Donc, typiquement, nous parlons de la façon dont nous aidons un bâtiment tel que celui-ci pour avoir donc le même nombre de personnes au quotidien, mais avec une consommation de 15 à 20% inférieure avec les mêmes résultats énergétiques. Donc, plus d'efficience sans changer l'isolation thermique du bâtiment, juste en changeant la gestion de l'énergie. C'est ça, le marché de l'éolien. Et c'est ce que j'appelle l'énergie locale et décarbonante. 500 milliards d'euros de marché avec ces trois sous-segments. Et une autre façon de voir les choses, c'est de parler en termes de gigawatts. Parce que les milliards d'euros, c'est très bien, mais il s'agit en particulier de capacité de production d'énergie ici. Ce marché correspond à un réservoir non exploité de 400 gigawatts de potentiel énergétique. C'est énorme. Comment nous avons calculé ce chiffre? Eh bien, c'est tout simplement le réservoir inexploité d'eau, de déchets non recyclables, de chauffage, de biomasse, des déchets. Les fuites dans le réseau de distribution, fuites qui peuvent diminuer si on améliore ces réseaux de distribution. Les pertes de chaleur peuvent être évitées, par exemple. Et troisièmement, électricité et chauffage caché dans un immeuble ou sur un site industriel. Tout ce qui pourrait être évité. Et on peut même récupérer la chaleur gâchée et le combiner à quelque chose d'autre. Donc 400 gigawatts d'un grand réservoir d'énergie. C'est ça ce que veut Veolia. C'est exactement ce que nous ciblons. Donc, je vous l'ai dit, c'est un grand réservoir. Laissez-moi vous donner des points de comparaison. Et bien entendu, ce n'est que le réservoir européen, on peut le multiplier par 4 ou 5 pour avoir l'équivalent à l'échelle de la planète. Donc 400 gigawatts, ça correspond à la demande énergétique d'un pays comme l'Italie, industrie, immeubles, résidentiels, etc. C'est ça, 400 gigawatts. Une autre manière de voir ça, c'est de dire que l'on pourrait réduire 32% des importations énergétiques européennes. 30% des importations européennes de combustibles fossiles. Ça, c'est quelque chose de très important. La résilience et l'autonomie stratégique, c'est de plus en plus permanent. Je n'ai pas besoin de vous raconter une longue histoire sur pourquoi la vie a changé ces 2 dernières années avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ça, c'est essentiel pour les pays, pour les villes, pour les industries. Ils viennent nous voir avec ce type de demande. Le carbone, maintenant, 420 millions de tonnes de réduction potentielle d'émissions de carbone. Un réservoir non exploité que nous pouvons exploiter. C'est ce que nous commençons à faire et que nous souhaitons faire de plus en plus. Alors, je parlais du fait que c'est un marché qui connaît une croissance rapide. Pour vous donner un aperçu, parlons clients pour un instant. Comme vous le savez, pour Veolia, nos clients, ce sont les villes et les industries traditionnellement. Ils viennent nous voir avec 3 questions habituellement. Je veux que mon empreinte carbone soit réduite. Ça, c'est la première question.
Comment pouvez-vous m'aider? Ça, c'est une question classique. Ensuite, je ne sais pas si vous aviez ça en tête, c'est très important de nos jours. On veut de la sécurité d'approvisionnement. On veut être certain que notre chaîne d'approvisionnement apporte de l'énergie pour les 10, 15 ans à venir. Je ne veux pas qu'il y ait de risque d'avoir une inscription, que le prix n'augmente brutalement à cause des événements à l'échelle de la planète. Je veux donc une source d'énergie sûre, à un prix abordable et verte. Comment y arriver? Nous avons des villes qui sont venues nous voir, qui ont dit « Veolia, est-ce que vous pourriez nous aider à devenir plus autonomes ?» Je ne suis pas encore à 100% de... On n'est pas encore à 100% d'autonomie parfaite dans la ville, mais on arrive petit à petit et de plus en plus autosuffisant. Alors, j'ai parlé d'abordable, bien entendu. À chaque fois qu'on fait l'efficacité énergétique, bien entendu, il faut également cocher la case du prix. Tout ce que j'ai dit, c'est des prix très sécurisés, abordables pour 10-15 ans. Et ça, c'est un grand mérite que nous avons. Le marché, le rythme du marché, quelques chiffres. Production de bioénergie, biomasse, biogaz, énergie de déchets non recyclables, etc. C'est environ 10% du mix énergétique, la bioénergie. Et les meilleurs calculs, vous verrez les références dans le petit dossier qui vous sera donné. Ça va doubler dans les décennies à venir. Ça veut dire 25% du mix énergétique, mais de 10 à 20%, c'est une croissance massive. Deuxièmement, c'est la même chose pour le chauffage urbain. En Europe, on va passer de 13 à 20% du mix énergétique. Alors, l'efficacité énergétique pour les bâtiments et les industries. Je vais continuer avec mes chiffres. Si l'Europe vise 15%, 50% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, 50% viendra du mix énergétique et 50% viendra de l'efficacité. 50% viendra de l'isolation et 25% de ce dont nous parlons. On joue avec la consommation, réduit la consommation, l'efficacité énergétique des immeubles. Donc un marché qui est en croissance très rapide, qui a beaucoup de demandes. Donc, le marché Veolia, c'est une énergie décarbonée locale. Alors, c'est plus facile de dire ce qu'on ne fait pas que ce qu'on fait. L'énergie. Alors, ce que nous faisons, l'énergie locale, l'énergie à l'échelle d'une ville, d'un site industriel, c'est ce que nous faisons. Ce que nous ne faisons pas, c'est que nous ne centralisons pas l'énergie. Il n'y a pas d'éoliennes au cœur de la mer du Nord pour apporter de l'électricité à tout un pays. Ce n'est pas ce que fait Veolia. Mais à l'échelle d'une ville, nous travaillons à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Décarbonation. Nous sommes heureux d'avoir de l'énergie déjà verte. Oui, mais ce que nous faisons, ce n'est pas juste vert, c'est unique. Ça aide nos clients à avoir la trajectoire. Donc, il s'agit de décarboner. C'est tout aussi important. On le fait en remplaçant différents types de carburants ou changeant la trajectoire du dioxyde de carbone pour être plus efficace en consommation d'énergie. L'énergie, pour nous, c'est en fait l'électricité, le chauffage, l'air comprimé, parce que c'est nécessaire pour beaucoup de processus industriels. Donc, tout type d'énergie. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Production centralisée, une fourniture directe. C'est pas de convaincre le citoyen lambda de passer par Veolia pour l'électricité. C'est à vous de décider. Les grands travaux, l'installation. Quand il y a
un peu de travaux dans nos contrats, on a tendance à passer par la sous-traitance, c'est 10% de ce qu'on fait, et également la gestion des bâtiments, la facility management. Nous sommes payés pour aider nos clients à réduire leur consommation énergétique. On n'est pas juste là pour faire des choses, quel que soit le résultat énergétique. Non, on a des contrats énergétiques. Une autre manière de voir ça, je ne vais pas le décrire en beaucoup de détails, mais on se penche sur la chaîne de valeur de l'énergie. La partie centrale, c'est ce que nous faisons à droite et à gauche. En gris, dans les pointillés, c'est ce que nous ne faisons pas. Production massive et centralisée d'énergie et énergie individualisée. Différents éléments de la chaîne de valeur tout en bas. De l'achat pour nos clients à la distribution, à l'efficacité énergétique, les contrats de performance, la performance énergétique. Donc, comme on l'a dit, c'est un de nos business clés. C'est très important. Alors, les gens, quand ils se posent la question de savoir ce que fait Veolia dans l'énergie, qu'est-ce que c'est qu'ils font spécifiquement, qu'est-ce qu'ils font d'unique dans ce marché? Je suis convaincue que nous sommes très bons, que nous avons des super équipes partout, vous le verrez, mais nous avons également la capacité de devenir les leaders de ce marché de l'énergie locale décarbonante. Alors, tout d'abord, c'est un cœur de métier pour nous. Ce n'est pas un petit truc sur le côté, déjà plus de 10 milliards, 25% de ce que nous faisons. Quand nous jouons dans la cour des grands, dans tous les marchés, nous sommes dans les 3 acteurs principaux. Nous sommes maintenant, nous sommes le numéro 2 en Europe, le numéro 1, efficacité énergétique. Nous essayons d'être dans les 3 premiers, toujours. Vraiment, une chose très importante, c'est que nous avons beaucoup de synergie avec toutes les activités à Veolia. Il y a de l'énergie dans le segment énergétique, bien entendu, mais il y a de l'énergie dans le segment de l'eau, dans le segment des déchets. Beaucoup de la valeur qu'on crée, c'est pas juste être super bon dans l'énergie, mais en fait tout regrouper, apporter des solutions uniques en réunissant toutes nos activités. Ça nous met dans une position vraiment unique. Alors, en termes d'empreinte, nous sommes plus européens, plus que globaux pour l'énergie. Nous avons des centres en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, bien entendu. Et nous avons un portefeuille de clients, de géographie. Et ça, c'est une très belle manière d'utiliser, de vendre l'énergie ou de faire des ventes transversales de services énergétiques à des clients déjà existants. Alors, quand je parle de solution, notre état d'esprit, l'idée, c'est, bon, le client a un problème, nous, on a une solution, plutôt que juste vendre des technologies spécifiques ou des trucs spécifiques. L'idée, c'est d'avoir une solution sur mesure pour nos clients. Ça nous met dans une position vraiment unique. Quand on a quelque chose avec la sécurité de l'approvisionnement, ma trajectoire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? On regroupe tout pour vous donner une exception. Donc, je l'ai déjà dit, c'est beaucoup pour notre cœur de métier. Quelques chiffres, mais Claude va y revenir. 43 milliards de chiffre d'affaires pour Veolia. 25%, c'est de l'énergie. Et vous avez le détail de ce qu'il y a derrière ces 25%. 25% de l'énergie. Une fois de plus, c'est de l'énergie avec des segments énergétiques reportés, de l'énergie dans les déchets et de l'énergie dans l'eau. C'est ça qui fait 10,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous allez voir quelques petites différences sur les chiffres, sur le reporting pur par rapport à regrouper les choses. Ça, on peut les mettre dans une catégorie ou une autre, selon, vous savez, la manière dont on se penche sur les choses.
Bien sûr, ce sont les chiffres 2022 parce que nous aurons les chiffres 2023 d'ici quelques semaines. Nous avons une belle distribution entre la production de bioénergie, donc plus de 1 milliard déjà, pour les réseaux de chaleur et de refroidissement, donc à peu près la moitié de nos activités, et l'efficience énergétique, qui est une grosse partie, plus de 3 milliards déjà de nos activités. Et excluant les fluctuations des prix énergétiques, vous savez que les prix de l'électricité sont en corrélation directe et sont décorrélés des cours des matières premières, et donc un marché qui grandit beaucoup plus vite et à croissance double globalement des autres activités Veolia. Donc, belle part de nos activités, de notre marché. Et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'ambition pour ces activités, donc je vais vous expliquer ceci dans plus de détails. Veolia, comme vous le savez, est un leader de la transformation énergétique et écologique, et notre objectif est que nous aidions nos clients à décarboner leurs activités, dépolluer également leurs activités et régénérer les ressources naturelles. Et comme on imagine, lorsqu'on parle de décarbonation, et d'autant plus lorsqu'on parle du scope 4, c'est-à-dire réduire leur trajectoire, la trajectoire de nos clients, eh bien, c'est un élément clé de notre ambition en termes de décarbonation. Et j'ai parlé de 400 gigawatts de réservoirs non utilisés qui sont pratiquement sous nos pieds, en quelque sorte, aujourd'hui. Et c'est de ça que je parle, c'est ce réservoir que nous voulons utiliser. Nous avons un positionnement unique aujourd'hui, mais nous allons améliorer encore davantage ce positionnement et accélérer ce positionnement stratégique, qui est quelque chose que nous lançons et que nous annonçons aujourd'hui. L'objectif est de plus 50% d'ici la fin de la décennie de production de bioénergie pour Veolia pour atteindre 8 gigawatts. Les services ancillaires et la flexibilité, plus 50% de nouveau, pour atteindre 3 gigawatts de production flexible sur le marché et d'augmentation de cette flexibilité. Nous sommes numéro 2 aujourd'hui en termes de chauffage urbain, et nous voulons atteindre le rang numéro 1 d'ici la fin de la décennie, et nous avons les fonds disponibles, et comme Claude va l'écrire dans un instant, vous n'avez pas toujours besoin de beaucoup de fonds parce que certaines activités sont à très faible niveau de CAPEX. Et donc, grande ambition et accélération de ce positionnement par rapport à ce que nous faisions jusqu'alors. Et c'est phénoménal lorsqu'on regarde les chiffres et que l'on multiplie par rapport à l'équivalent en termes de sources d'énergie alternatives, mais l'on peut faire encore davantage que cela. Et j'ai l'ambition, pour ne pas dire un engagement, plutôt un objectif, de ne pas faire plus 50%, mais plus 100%, c'est-à-dire doubler nos activités d'ici la fin de la décennie. Que nous manque-t-il pour faire ceci? Eh bien, ce ne sont pas les fonds. Nous avons le financement, nous pouvons le trouver avec nos partenaires. En fait, il s'agit de déverrouiller tous les blocages dans le système pour cette planification en termes de production intermittente et pour avoir le rythme. Il est besoin d'avoir d'attendre 4 ans pour avoir l'autorisation d'installer des panneaux solaires sur des sites d'enfouissement. Si cette durée de 4 ans était réduite à 2 ans, eh bien, je ne pourrais pas faire 50% de plus, mais 100% de plus. Donc nous en faisons déjà beaucoup, mais mes ambitions sont bien plus grandes que cela, et je veux accélérer massivement cette trajectoire. Nous pouvons viser bien plus haut, mais pour ce faire, il faut mobiliser et combattre en quelque sorte pour convaincre qu'il nous faut cette dynamique, ce rythme pour permettre la livraison de ce type d'énergie, parce que nous parlons d'un réservoir non utilisé d'énergie décarbonante qui est vraiment là sous nos pieds. Et qu'attendons-nous? Nous devons agir
agir, nous agissons et nous pouvons le faire encore plus rapidement et efficacement. Et merci, je pense qu'il est maintenant l'heure d'écouter Claude regarder en profondeur les différents sous-segments que je viens de mentionner. Claude Laruelle, qui est le CFO du groupe, qui va venir sur l'estrade et qui va regarder en détail chacun de ces éléments avec ce qu'ils offrent. Merci et merci Estelle. Et comme Estelle vient de le dire, nous avons divisé nos activités énergétiques en 3 parties. Premièrement, la bioénergie, les renouvelables et le soutien au réseau et la flexibilité, ce qui représente 10% de nos activités de 1,5 milliard d'euros qui génèrent 0,2 milliard d'euros d'EBITDA. La marge EBITDA est plus élevée que le reste de nos activités énergétiques parce que la valeur est très importante en termes de valeur donc intégrée dans ces offres de services qui sont en forte croissance. Et dans notre reporting, c'est incorporé dans nos différents segments et nous avons isolé cette partie pour vous montrer la valeur qu'elle crée. La deuxième partie concerne les chauffages urbains et les réseaux de froid qui sont bien connus. Ce sont nos activités énergétiques principales, principalement en Europe centrale et de l'Est, et qui sera décarbonée fortement d'ici 2030, qui génère pratiquement 6 milliards d'euros en revenus, avec 0,7 milliards d'euros d'EBITDA. Le dernier élément concerne les efficacités énergétiques pour les bâtiments et les clients industriels, activité typique de notre groupe où nous avons combiné notre segment sur l'efficience des bâtiments et les services sur site pour les clients industriels qui sont connectés à l'énergie. Ceci représente 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 0,2 milliard avec une marge typique de ce type d'activité service avec des besoins en capitaux. Nous allons regarder chaque segment en détail avec le premier qui représente 1,1 milliard d'euros de revenus, la bioénergie et la production de renouvelables. Et c'est là où les 3 types d'activités de Veolia, et comme Estelle l'a expliqué très bien, peuvent vraiment faire la différence. Nous utilisons beaucoup de streams différents, de flux pour produire des sources d'énergie à très bas carbone ou à zéro carbone, sourcées localement pour contribuer à la réduction de l'énergie qui est importée de l'extérieur. Et comme business model, nous utilisons donc les produits donc à l'interface de nos différentes activités et nous pensons à des contrats à long terme pour vendre notre production à nos clients. Nous allons parler des différents flux que nous utilisons. Premièrement, les déchets qui viennent de nos propres sites, soit de sites de traitement des déchets ou de traitement des eaux usées avec la capacité de produire de la chaleur, de l'électricité ou du biogaz sans exposition au prix énergétique au cours de l'énergie. Et si vous pouvez m'aider pour être plus concret, je vais vous montrer un bocal pour illustrer mon propos. Voici une fraction des déchets qui ne sont pas recyclables. Lorsqu'on prend ce produit à la place des énergies fossiles, on peut réduire l'empreinte carbone de 60%. Et le prix à la tonne dépend de la valeur calorifique dans ce produit, ce qui veut dire que nous avons transformé ces déchets en carburant, en combustible. C'était un déchet, c'est maintenant un combustible. Une autre source de valeur vient des gaz des sites d'enfouissement, donc le biométhane qui vient de la décomposition des matériaux d'enfouissement. Et donc, dans notre lutte contre le réchauffement climatique, nous investissons dans nos sites d'enfouissement pour mettre à profit le biométhane qui est généré par ces sites. Nous pouvons également utiliser de la biomasse locale ou de la chaleur fatale sur les sites industriels. Et vous aurez une belle démonstration cet après-midi de
ce que nous faisons actuellement sur la récupération de cette chaleur fatale et de cette énergie potentiellement gâchée, qui est un gros réservoir, qui est une part conséquente de nos activités déjà actuellement, avec 5,3 gigawatts, et nos concurrents principaux sont Ameresco et Albioma. C'est une activité très bonne pour nous parce que nous savons comment transformer les déchets en produits viables, et comme dans toutes nos activités, nous avons une belle marge sécurisée par notre politique de hedging. Et c'est un beau segment parce que nous avons beaucoup de capacités, comme Estelle l'a expliqué, de la part de nos clients municipaux et industriels. Et l'objectif est de gagner plus de visibilité sur les prix de l'énergie à bas carbone avec des contrats à long terme. Nous poussons aussi vers la production de plus de biogaz pour réduire l'empreinte carbone du gaz naturel en Europe, l'objectif étant de doubler la production d'ici 2030. Notre ambition est donc d'augmenter la production de bioénergie et d'augmenter la production de biométhane significativement pour augmenter la capacité installée de ce segment de 50% pour atteindre 8 gigawatts en 2030. Sur cette slide, vous voyez les 4 exemples différents de cette différenciation qu'a Veolia en utilisant ces différents segments d'activité pour produire de l'énergie à bas carbone. Et si je prends l'exemple de la France, à droite ici, eh bien, que développons-nous comme projet actuellement? Nos activités françaises seront autosuffisantes en termes d'énergie verte d'ici 2030, ce qui veut dire que le fait de développer des panneaux solaires sur des sites d'enfouissement couverts nous permettra de proposer de l'énergie verte autoproduite à nos clients. Un autre élément pour protéger la planète, avec un site au Brésil pour produire 35 gigawatts par heure d'énergie verte qui peut être utilisée par les clients industriels locaux. Et ce faisant, nous remplissons 2 objectifs en même temps, en utilisant notre propre énergie autogénérée et en aidant nos clients à réduire leur empreinte carbone. Et maintenant, en termes de flexibilité de services ancillaires, et bien sûr, les renouvelables créent déjà de la volatilité sur les cours, mais également sur la production. L'exemple typique est un climat très froid et ensoleillé au milieu de l'hiver, sans vent, ce qui veut dire qu'il y a une forte demande en termes d'énergie d'un côté, mais bien sûr aucune production d'énergie de la part des éoliennes de l'autre côté. Donc un marché à fort capex et à forte demande, nous pouvons fournir 2 services. Premièrement, le soutien du réseau pour produire davantage lorsque la demande est plus élevée. Et dans ce cas-ci, nous sommes payés donc un montant fixe pour cette capacité qui est réservée et un montant variable lorsqu'il fait froid, par exemple. Ceci représente 230 millions d'euros de revenus, de chiffre d'affaires et les capacités variables de 2 gigawatts actuellement. Deuxièmement, la flexibilité de la demande. L'objectif étant de réduire, ou plutôt de transférer la consommation énergétique à très court terme. Nous parlons parfois de quelques minutes et même un laps de temps plus court parfois. Et pour ce faire, nous le faisons sur certains sites industriels spécifiques pour réduire la demande énergétique pendant les pics de demande. Que faisons-nous? Nous installons une boîte, un boîtier que nous pouvons contrôler sur les locaux de nos clients, et nous pouvons éteindre certaines installations donc à distance et à la demande pour réduire la consommation énergétique des sites, ce qui a beaucoup de valeur pour le réseau et le business model, et de partager cette valeur qui est donc créée sur le réseau entre les clients et Veolia. Nous avons beaucoup de questions sur les synergies entre nos différentes activités souvent, et c'est un bel exemple de ce type de synergie parce que
ces activités de flexibilité ont commencé avec la base installée de nos actifs eau en France. Et nous pouvons donc réduire la consommation d'électricité, surtout dans nos centres de traitement des eaux usées. Nous avons déjà connecté 10 000 sites et nous continuons de connecter de nombreux sites tous les jours en Europe actuellement, 60 millions d'euros de revenus en 2022 et nous allons pratiquement doubler ce chiffre d'affaires en 2023. Les concurrents typiques ici sont LimeJump et Energy Pool. Maintenant, concernant le développement des renouvelables et cette croissance et le besoin de soutien au réseau, la demande de flexibilité est très forte et donc notre ambition est d'augmenter notre capacité flexible de 50% d'ici 2030 avec une capacité de 3 gigawatts en utilisant nos facteurs de différenciation, nos propres actifs en eau, déchets, énergie et la base de clients très forte que nous servons au niveau industriel. Et sur cette prochaine slide, vous avez quelques exemples de nos activités pour continuer à vous expliquer ce que nous faisons sur la flexibilité. À gauche, vous avez des capacités connectées de 50 mégawatts en France pour aider RTE à gérer les pics de demande. Et je pense que nous allons sur le terrain maintenant pour avoir un peu plus d'illustrations. Oui, avec des exemples. Sur le terrain, pour voir les réseaux de chaleur, Jakub Batagas, qui est le vice-président et directeur des opérations de Veolia Energy Poznań en Pologne. Est-ce que vous nous entendez, Jakub? Oui, bonjour. Peut-être pour ceux qui ne sont pas très au fait de vos activités, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites à Veolia Poznań? Eh bien, cela fait 20 ans que nous opérons. Nous avons un site à Poznań avec une capacité de 930 MW et un réseau de chaleur d'environ 600 km carrés qui fournit donc la chaleur à tous ces résidents et industries. Nous avons des partenariats avec les autorités locales, collectivités locales et gouvernements, et nous avons des partenaires locaux qui ont un impact significatif, par exemple des partenaires industriels, et nous augmentons la qualité de vie des résidents de cette zone et aussi par rapport au développement durable de cette zone. Merci pour cette belle explication. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à vos projets? Nous avons un projet pour augmenter l'efficience énergétique et la réduction de l'empreinte carbone de l'un de nos clients avec Volkswagen ici, avec l'utilisation de sources énergétiques alternatives. Et d'abord, quelques mots d'explication par rapport au site de Volkswagen en Pologne, qui est le plus grand site en Europe pour Volkswagen et qui est l'un des clients industriels les plus grands avec lesquels nous coopérons constamment depuis 2007 en leur fournissant de la chaleur pour leurs installations. Et nous avons un projet qui est basé sur 2 solutions sur mesure avec le principe de l'économie, cercle à boucle fermée et avec une fonderie d'aluminium et un réseau de chaleur qui permet de fournir 6500 appartements avec de la chaleur, avec une réduction des gaz à effet de serre également, la réduction des émissions de CO2 est de 3500 tonnes de CO2 par an. Est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices et le potentiel de marché de cette activité également? Premièrement, pour Volkswagen, c'est une façon de réduire les impacts de leurs activités et au niveau environnemental et bien sûr de rester concurrentiel sur le marché. Veolia apporte aussi son réseau de chaleur et de distribution et augmente cette efficience avec cette coopération. Et c'est donc un exemple parfait d'un partenariat entre 2
entreprises au bénéfice de la communauté locale et de la planète dans son ensemble. Et c'est un modèle de coopération qui montre à quel point la chaleur fatale a un énorme potentiel. C'est l'une des sources d'énergie les plus prometteuses qui actuellement sont juste gâchées, mais grâce à nos technologies peuvent être réutilisées et mises à profit. Merci beaucoup, Yacoub. Merci de vous être joint à nous ce matin. Yacoub sera disponible si vous avez des questions, bien sûr, à la fin de cette présentation. Je vais maintenant me tourner vers Frank Allen, qui est directeur adjoint pays pour Veolia Espagne et qui nous vient directement de Barcelone, ici en direct. Bonjour Frank. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Magnifique. Je vais vous laisser présenter brièvement les activités donc Veolia en Espagne et le projet dont vous voulez nous parler ce matin. Oui, bonjour à tous de Barcelone, bonjour à tous. En Espagne, l'énergie est un domaine clé et nous faisons des progrès dans 3 activités. Énergie et nous avons une stratégie de décarbonation en Espagne avec de l'efficience énergétique, la réduction de l'empreinte carbone et l'utilisation de la chaleur fatale. Et nous sommes basés donc dans le sud de Barcelone. Et ici, derrière, vous avez le port avec la Marina, qui était donc un site résidentiel nouveau, et le site portuaire industriel de l'autre côté. Et donc, parlez-nous de ce projet de récupération de chaleur qui est une vraie réalité. Oui. Derrière moi, vous voyez donc Enagás qui gère le réseau de gaz naturel en Espagne. Et le gaz naturel arrive en forme liquide, donc à moins 116 degrés. Et pour revenir à l'état de gaz, il doit passer par des échangeurs de chaleur et pour atteindre entre 0 et 6 degrés Celsius. Et ce processus libère de la chaleur, bien sûr, qui actuellement est perdue dans la mer. Et la proposition avec Enagás est de récupérer cette chaleur et de la fournir à nos clients locaux pour des partenaires industriels de l'agroalimentaire, par exemple. Et nous avons différentes étapes. Donc, avec Enagás, pour ce processus, je vais juste vous parler de la première étape. Cette première étape représente 133 gigawatts par heure par an d'énergie récupérée, donc, ce qui représente 42 kilotonnes de CO2 évitées par an et 8000 appartements chauffés. Et nous avons une stratégie pour doubler toutes ces capacités d'ici 2030. Mais la première étape est de commercialiser ce premier pas. Et la ville de Barcelone est bien sûr une partie prenante essentielle de ce projet qui est donc un élément clé de cette stratégie. Et lorsqu'il s'agit d'eau, la ville de Barcelone utilise 25% d'eau recyclée et Barcelone va devenir la première ville qui utilise cette chaleur donc de récupération par rapport à des réseaux de refroidissement de gaz naturel. Et Veolia est très fière de faire partie de cet exemple sans précédent de collaboration partenariat public-privé. Merci beaucoup, Franck. Vous avez partagé beaucoup de chiffres et c'est un gros projet. Donc, je vais vous poser une question simple. Est-ce que c'était simple de mettre en œuvre ce projet? En fait, ça a été un long parcours et fascinant, bien sûr, mais nous avons travaillé d'arrache-pied pour que toutes les parties prenantes soient alignées pour pouvoir participer et mettre à jour, bien sûr, cette solution innovante. Nous avons le soutien de la ville de Barcelone, qui est fondamentale, qui sont représentés donc au niveau du conseil d'administration de Veolia au niveau local, ce qui aide beaucoup.
Et avoir un partenaire tel que Enagás nous aide beaucoup à renforcer notre capacité de convaincre les autorités locales et de créer cet écosystème local. En Espagne seulement, nous avons 5 ports supplémentaires comme celui-ci. Et pour vous dire tout, nous travaillons avec Enagás pour déployer ce modèle sur d'autres ports. Alors, rapidement, Franck, quel est le potentiel pour d'autres territoires? Est-ce que ceci peut être répété ailleurs? Eh bien sûr, c'est une innovation, comme vous le savez, et qui peut tout à fait être reproduite. Actuellement, nous ne pouvons pas perdre de calories. Il y a 150 terminaux de ce type et d'ici 2035, nous allons doubler la consommation énergétique de ce type de terminaux. Et nous avons donc la densité pour développer ce type de réseau. Mais pour ce faire, nous avons besoin de 3 fers. Les terminaux de gaz naturel, une consommation de chaleur locale et une implication forte de la part des parties prenantes publiques. Bien sûr, nous pensons que la législation va pénaliser toute perte de chaleur, ce qui va nous aider. Et donc, il est de notre devoir d'inventer, ensuite répéter des solutions pour récupérer cette chaleur fatale, cette chaleur perdue. Et nous devons suivre cette trajectoire avec nos partenaires et nos clients. Et c'est un parcours fascinant. Merci beaucoup, Franck. Restez en ligne si nous avions des questions pour vous plus tard. Claude, je vais vous rendre la parole pour cette deuxième proposition de Veolia, c'est-à-dire les réseaux de chaleur et de froid. Oui, parlons de ce deuxième segment avec des boucles de chaleur locales et de refroidissement, avec nos activités pour fournir de l'électricité et de la chaleur locale. Avec plusieurs pays, la Pologne, l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Il y a le moteur de croissance, la décarbonation de l'énergie en utilisant des carburants alternatifs. Ça va permettre de générer une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce modèle, nous avons nos propres réseaux de chauffage et cogénération et nous serons toujours propriétaires. Nous investissons dans le développement de ces réseaux, mais aussi dans la transition décarbonée. Dans ce business qui est lié, le modèle et l'approvisionnement de carburant est sûr. Et nous ne prenons pas de risque pour les prix de l'énergie parce que les prix de chauffage sont fixés au début de chaque saison de chauffage avec des prix vraiment ciblés. Et eu égard l'électricité que nous produisons avec la cogénération, Veolia met en œuvre ces politiques de protection pour assurer sa marge. C'est très efficace grâce au chauffage et la cogénération. Il y a une efficacité de plus de 80%. C'est également efficace parce que ces réseaux de chauffage urbain sont très efficaces et ils entraînent de nouvelles connexions et de nouveaux clients. Par exemple, nous sommes propriétaires et nous opérons le plus grand réseau de chauffage urbain en Europe, à Varsovie, où nous avons obtenu 90% d'efficacité distribution réseau. C'est un business essentiel, une activité essentielle et joue un rôle clé dans la décarbonation de la ville. Alors, le chauffage représente 2/3 des besoins énergétiques des clients résidentiels connectés. La décarbonation est plus facile à mettre en œuvre quand on a un réseau de chauffage en place. En effet, il suffit de décarboner une poignée de sites pour une grande ville. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire en Allemagne. Nous sommes numéro 2 en Europe avec plus de 600 réseaux opérés par Veolia. Et nos concurrents sont Dalkia, Coriance en France
et PGE en Pologne. Notre activité a une grande traction pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est très efficace, c'est une solution très efficace qui coûte moins cher que les installations individuelles. Il y a donc une croissance organique naturelle, qui veut dire que nous rajoutons de nouveaux clients tous les ans. Comme nous allons le voir, nous utilisons également la chaleur venant des déchets, des sites énergétiques, d'études et dispersées dans l'atmosphère. Et nous avons ces réseaux de chauffage, refroidissement. Tout cela est en synergie avec l'activité de Veolia. L'Union européenne pousse également avec beaucoup d'ambition pour faire croître la part de marché du chauffage urbain de 20% d'ici à 2030. Ensuite, quand nous décarbonons nos sites, nous augmentons la capacité de génération énergétique, ce qui veut dire que les nouveaux sites sont conçus pour produire plus que de par le passé. Et troisièmement, il y a également une demande de plus d'efficacité des opérations. Et comme nous sommes le numéro 1 en performance, nous avons commencé à déployer des solutions jumeaux numériques. C'est une présentation numérique du système de chauffage urbain, des systèmes avec intelligence artificielle qui s'appuient sur les données historiques. Ça nous permet d'augmenter la demande de chauffage dans le système et augmenter la performance en temps quasi réel. Nous voyons également une demande accrue pour une vente de ce type d'opération et nous allons le voir bientôt. La cinquième réseau de génération est très... La cinquième génération, ce réseau est un très bel exemple. Notre ambition est de devenir numéro 1 dans les réseaux de chauffage urbain en Europe d'ici à 2030. Maintenant, voyons où nous en sommes dans notre plan collectif pour l'Europe. C'est une question qu'on nous pose souvent. Nous avons un grand engagement de 1,6 milliard d'investis pour pouvoir sortir pleinement du charbon d'ici à 2030. Nous avons déjà beaucoup progressé avec plus de 500 millions investis d'ici à la fin 2023. Cela crée de la valeur pour la planète, mais aussi de la valeur pour les actionnaires Veolia. Nous avons déjà effacé un demi-million de tonnes de dioxyde de carbone à Tcherov et en Allemagne à Braunschweig. Nous utilisons la biomasse et des combustibles issus des déchets en Allemagne. Nous avons un taux de retour intégré bien au-delà de ce que nous avions de par le passé. Nous avons deux autres projets phares de notre chauffage urbain pour l'Europe centrale. À Prague et à Budapest, il fonctionne très bien et nous avons pu augmenter l'efficacité de l'opération en utilisant nos meilleures pratiques et ils ont dépassé leurs objectifs initiaux et nous ont des créations de valeur à chiffre double, un TRI de plus de 10%. Mais il faut revenir sur le terrain, retourner sur le terrain. Merci beaucoup, Claude. Rasseyez-vous, nous allons accueillir Jean-François Nogret, directeur général Veolia France et déchets spéciaux en Europe. Jean-François, bonjour, j'espère que vous nous entendez correctement. Bonjour, oui, c'est parfait, merci. Vous êtes ici pour nous présenter un des réseaux de chauffage urbain et réseau de froid urbain à Saclay. Donc, nous sommes présents depuis 2023 dans le seul réseau de chauffage et de froid urbain, le plus grand en Europe. Il est cité ici sur le campus Paris-Saclay. C'est un centre de recherche scientifique et technologique renommé. Le campus est dédié au développement durable et ils ont lancé ce système innovant pour vraiment donner le là pour les nouvelles normes. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur et de froid 5e génération? Comment cela fonctionne-t-il? En réalité,
Ce réseau 5e génération, c'est sur la maximisation de l'efficacité énergétique pour un groupe d'immeubles. Ça permet à chaque immeuble, les centres de données, les labos, les supermarchés, les résidences, etc., tous peuvent collaborer en maximisant l'efficacité énergétique. En réalité, cela permet à chaque immeuble, cela transforme chaque immeuble en producteur énergétique plutôt que juste un consommateur. Physiquement, c'est un réseau de canalisation qui dissémine de l'énergie à faible température dans tous les immeubles. Et la conception des canalisations est telle qu'on récupère la chaleur perdue dans chaque immeuble. Le superordinateur ici, par exemple, produit beaucoup d'énergie. On peut capturer la chaleur qu'il produit et la réintégrer au réseau. Le système peut intégrer toutes sortes d'énergie. Les énergies existantes originales, l'électricité, le gaz, ainsi que de la production d'énergie verte, ici, qui est liée à l'énergie géothermale, qui vient des nappes phréatiques. Derrière le système, il y a un cerveau, notre système de suivi numérique. C'est un système créé par Veolia qui permet toute la flexibilité et qui est mené par la demande. Nous avons tous les opérateurs qui sont cruciaux pour l'efficacité du système. En 2023, donc, nous avons économisé 10 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous gérons le système avec plus de 52% d'énergie renouvelable et chaleur perdue. Actuellement, nous avons connecté 600 000 mètres carrés à 24 km de canalisation et nous allons doubler la puissance du ruisseau d'ici à 2028. S'il y a un niveau impressionnant de description. J'ai presque tout compris. Merci Jean-François. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment le meilleur mix énergétique proposé par Veolia. Est-ce que vous pouvez le reproduire ailleurs? Quel est le potentiel de croissance? Le potentiel de croissance est très prometteur. Nous avons besoin d'un groupe d'immeubles adaptés. Nous en avons identifié plusieurs en France et il y a un lien parfait avec ces réseaux de chaleur et de froid 5e génération et la production d'énergie verte. Et nous avons des systèmes numériques de plus en plus collaboratifs entre les immeubles. Donc, en deux mots, le réseau de chaleur et de froid 5e génération permet plus de collaboration entre les immeubles. Ça va changer la donne en termes d'efficacité énergétique. Merci Jean-François, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Enfin, dernier mais pas des moindres, Claude, je vais vous redonner la parole. Veolia apporte des services d'efficacité énergétique pour les bâtiments et pour les industries. Le dernier segment énergétique, c'est les services d'efficacité pour les bâtiments et les industries. Les géographies principales pour Veolia sont l'Italie, l'Espagne, le Benelux et le Moyen-Orient. Pour concevoir ces services d'efficacité énergétique, les moteurs de croissance sont l'économie d'énergie et les prix de l'énergie plus élevés, qui poussent nos consommateurs à essayer de réduire leurs factures énergétiques. Le business model est un modèle de service où on n'est pas propriétaire des actifs. Nous apportons de la chaleur ou du froid pour les immeubles tertiaires ou les hôpitaux. Nous opérons des actifs avec peu d'investissement. La durée typique de nos contrats est de 5 à 8 ans, mais ça va être plus longtemps. Long, comme 20 ans par exemple, en cas de partenariat public-privé, quand nous avons un grand investissement initial. Dans cette activité, nous ne prenons pas le risque communauté de l'énergie, car nous vendons l'énergie à nos clients. Nous avons moins cher, 15 à 20 d'économie d'énergie.
qui permet aux clients de réduire leur empreinte carbone. Nous travaillons dans beaucoup de centres commerciaux et d'aéroports au Moyen-Orient et beaucoup d'hôpitaux en Italie. Nous avons mis beaucoup de numérique dans ce business avec un suivi en temps réel et une gestion centrale avec notre centre de services Hubgrade pour les services énergétiques pour les industries. Le driver clé est la production d'énergie locale et renouvelable pour leur permettre de réduire leur exposition au charbon ou au gaz naturel et assurer la compétitivité de leur approvisionnement en vapeur et en électricité. C'est une activité avec un recette très élevé qui est très typique d'un business service. Un concurrent typique serait Dalkia ou Getec. Ce business model a plusieurs moteurs de croissance. Tout d'abord, la décarbonation par l'efficacité énergétique. Tout d'abord, dans les immeubles, cela peut représenter jusqu'à 40%. Et pour nos clients industriels, ça peut représenter jusqu'à 15%. Avec l'augmentation des prix énergétiques, on a vu plus de demandes pour les économies d'énergie par nos clients, avec des investissements CAPEX limités. Et les différences, qu'est-ce qui fait la différence? Notre excellence opérationnelle avec une très belle gestion qui utilise actuellement l'intelligence artificielle et notre capacité à apporter une grande gamme de pollution avec des capacités de production verte de nos différentes activités. Comme je l'ai expliqué dans le premier segment énergétique, notre ambition est de devenir le numéro 1 en Europe et au Moyen-Orient d'ici à 2030. Ici, vous voyez beaucoup d'exemples innovants de ce que Veolia peut apporter pour les clients industriels ou tertiaires. Prenez par exemple un exemple au Brésil. En novembre de l'an dernier, nous avons commissionné un site chaudière à biomasse pour Braskem, un des plus grands producteurs de produits chimiques au Brésil, pour permettre à ce client d'avoir plus de visibilité sur le prix de la vapeur à long terme et de décarboner la production du site de manière massive, une réduction de 90%, l'équivalent de près de 147 kilotonnes de réduction de dioxyde de carbone par an. C'est typique de la création de valeur pour le client et pour la planète. Ça permet un prix d'un côté et ça réduit l'empreinte carbone de l'autre côté. Alors, maintenant, je pense qu'il faut retourner sur le terrain. Nous allons aller à Dubaï pour le dernier live de ce matin pour illustrer ces solutions d'efficacité énergétique avec Renaud Capris, directeur général de Enova de Veolia. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Capris? Oui, je vous entends, dit Monsieur Capris. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'un joint venture avec un hôtel de la région. Bonjour de Dubaï, je suis Renaud Capris, directeur général d'Enova. Enova a été créée en 2002 en tant que co-entreprise entre Veolia et Majid Al Futtaim. Majid Al Futtaim est le leader dans la région de l'exploitation des centres commerciaux et d'hôtels. Au début, en 2002, l'objectif d'Enova était de s'occuper des installations de Majid Al Futtaim, mais nous avons bien sûr élargi notre empreinte dans la région avec aujourd'hui plus de 200 clients, comme l'aéroport de Dubaï, l'aéroport d'Abu Dhabi, 9 aéroports internationaux, mais aussi 50 centres commerciaux, 30 hôtels, des universités et des hôpitaux. L'objectif d'Enova est de réduire la consommation d'énergie de ses clients. Nous sommes ici dans notre centre de contrôle Digital Upgrade où nous avons intégré toutes nos solutions numériques. Nous proposons 2 solutions. La première, globale, comprend des mesures d'économie d'énergie qui nécessitent bien sûr un investissement de la part de nos clients. Cette solution peut, disons, permettre d'atteindre de 20 à 40% d'économie d'énergie. Une autre est purement basée sur des solutions numériques sans investissement. Nous acquérons des données à partir des sites. Nous avons plus de 200 000 points connectés sur site.
Nous importons ces données sur notre centre de surveillance digitale. Nous interprétons ces données grâce à nos analyses de données avec le soutien de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Avec cette solution purement numérique, sans investissement, nous sommes capables d'atteindre 5 à 10% d'économie d'énergie. À ce jour, nous avons déjà réalisé 500 000 tonnes de carbone évité pour nos clients et environ 7 millions de mètres cubes d'économie d'eau. Dans la région, il y a un grand appétit pour ce type de solution afin de réduire l'empreinte carbone. C'est un engagement pris par les gouvernements de la région et nos clients ont un grand appétit pour ces solutions. Sur la base de cette situation, nous prévoyons d'atteindre dans les 2 prochaines années 1 million de tonnes d'économie de carbone. C'est ainsi qu'Enova contribuera à atténuer le changement climatique. Bon, j'espère que ces exemples qui viennent du terrain, ces exemples qui parlent de l'impact de Veolia sur le secteur énergétique, vous ont vraiment plu et vous montrent un peu ce que nous faisons. Nous avons une meilleure compréhension du marché énergétique mondial. Vous nous avez présenté vos solutions, peut-être que vous pouvez nous présenter vos ambitions. On parle de notre ambition. On a quelques-uns des éléments clés. Alors, ce qu'on a vu ce matin. Tout d'abord, Veolia est dans une position unique du marché. Une décarbonation locale de l'énergie. C'est un marché de 500 milliards d'euros, un très grand marché donc. De la bioénergie, les services ancillaires, les réseaux chauffage, refroidissement, l'efficacité énergétique. C'est ce que nous faisons. 500 milliards d'euros, c'est la taille de notre marché. Un marché qui connaît une croissance rapide. Et je préfère parler en gigawatts. 400 gigawatts de potentiel énergétique inexploité. La demande client est très importante par la décarbonation, la sécurité de l'approvisionnement, y compris dans des politiques contextes un peu tendus comme ce qu'on voit. Veolia est le lien manquant entre l'énergie centralisée et le B2C. On est vraiment au milieu. On est dans une position unique parce qu'on peut regrouper les activités que nous avons pour apporter une solution unique à nos clients, pour faire face à beaucoup de leurs défis en même temps. Et comme l'a dit Claude, pour en fait faire d'une pierre deux coups. C'est exactement ce que nous faisons chez Veolia dans cette activité du marché de l'énergie locale décarbonante. Donc, nous voulons une augmentation de 50% de la production de la bioénergie, 50% de la production des services ancillaires et capacité de 8 pour atteindre les 3 gigawatts. C'est une accélération très rapide par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. L'accélération, comme je l'ai dit dans mon introduction, est un mot-clé aujourd'hui. Tout cela, eh bien, ne compterait pas si on n'était pas prêt à faire ce que l'on dit, mais on est prêt à le faire ce qu'on dit. On a déjà investi près de 2 milliards d'ici à la fin de la décennie dans les taux actuels équivalents. Et je suis prêt à passer de 2 à 4 milliards pour faire croître cette activité. Donc une accélération très rapide de Veolia. Beaucoup d'argent qui sera investi sur les meilleurs projets, qui auront le plus d'impact, le plus de pouvoir de démultiplication. Parce que quand nous investissons de l'argent chez Veolia, parfois on n'a pas besoin d'un investissement spécifique, mais parfois si. Eh bien, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on a beaucoup de partenaires, beaucoup de co-investisseurs qui sont prêts, qui sont très contents, qui veulent co-investir avec nous. 1 euro pour Veolia, ça peut être 3 euros d'investissement au total. On a un plus grand impact que juste l'argent que l'on met, parce que notre positionnement unique est vraiment la valeur ajoutée que nous apportons, les projets que nous avons construits ensemble pour tout simplement
être dans ce réservoir inexploité, pour exploiter ce réservoir inexploité. Donc une grande accélération, beaucoup d'innovation. Et je le pense, un très grand impact pour nos clients, pour la planète et pour la sécurité de l'approvisionnement et l'autonomie stratégique. À chaque fois, je me dis, mais comment est-ce possible que l'on n'avance pas plus vite? Et on avance plus vite dans, en fait, l'utilisation de cette ressource, parce que ça coche toutes les cases: vert, abordable et sûr, car local. Donc, vraiment, elle coche beaucoup de cases. Une bonne ambition, on est prêt à investir et on est prêt à faire ce qu'on dit. On peut même en faire plus. On peut en faire plus. Si quoi? Eh bien, on me pose souvent cette question. Qu'est-ce qui serait si nous allions d'ici à ici et puis jusque là-bas? En réalité, la réponse est l'alignement, débloquer le potentiel de ces réservoirs, débloquer parce qu'on a beaucoup de blocages déjà et on a déjà compris que la procédure pour tenir l'autorisation et le rythme, c'est ça qui est crucial. Donc, je vous montre ce réservoir et je vous dis, écoutez, mobilisons-nous pour tout simplement rentrer là-dedans. 30% de l'énergie importée en Europe pourrait être remplacée par ce réservoir d'énergie inexploitée. Travaillons ensemble, mobilisons-nous pour avoir cette autorisation, pour que l'on puisse avancer plus vite et plus haut dans ce... Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Estelle. Je pense que Estelle mérite qu'on l'applaudisse pour son énergie, pour son implication. Maintenant, nous allons avoir un Zoom spécifique avec Gavin Gravesend, vice-président de la zone Europe du Nord, Veolia. Avant de vous inviter sur scène, Gavin, peut-être que vous pourriez nous dire, Estelle, pourquoi vous avez choisi Londres pour ce voyage en Veolia? Bon, ça fait quelques minutes qu'on me demande pourquoi Londres après tout, Estelle. Bien, je pense que Londres est une ville qui m'est très chère. C'est toujours un plaisir d'être dans cette très belle ville. Mais en fait, c'était une manière pour moi de vous montrer l'énergie dans une activité qui n'est pas connue comme une autre plus grande activité. Chez Veolia, on nous connaît pour les déchets, tout particulièrement au Royaume-Uni, on est le numéro 1 du marché des déchets, du recyclage, etc. Oui, mais dans une BU comme celle-là, vous allez voir, nous faisons beaucoup énergie des déchets non recyclables, de l'eau usée, des panneaux solaires, de la flexibilité et tout le reste, et même le chauffage urbain. Donc c'était une manière de vous montrer les synergies entre nos différentes activités dans un site comme celui-ci. Merci beaucoup, c'était très clair. Gavin, vous voulez venir sur scène. Estelle, nous vous remercions. Installez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, Estelle. Je suis heureux que tu sois venue à Londres parce que le marché change. Alors, la stratégie en matière de sécurité énergétique est essentielle. C'est important de voir comment nous pouvons passer de 80% de notre énergie générée par le faible carbone, mais aussi quelque chose de sûr, sans importation. Et ça nous convient, c'est ce qu'on fait. On est là-dedans. Et ça, c'est ce que nous aurons d'ici à 2030. C'est rapide, c'est beaucoup de changements pour nous. Et c'est une bonne chose. Nos plus grands émetteurs sont la chaleur, parce que historiquement, ici, nous avons des chaudières à gaz. C'est notre plus grand émetteur de dioxyde de carbone. Donc, une fois de plus, la stratégie est d'augmenter le chauffage urbain de 3 à 20%. Nous avons de belles possibilités avec des activités locales décarbonées qui changent nos réseaux électriques.
l'électrification est une manière d'aller de l'avant. On a décidé de faire ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, montrer notre ambition. Le gouvernement nous a donné 25 millions de financements pour nous aider à faire tout cela. Cela nous montre comment on passe d'un modèle à un autre. Quelques exemples. Maintenant, comme l'a dit Claude, nous prenons les déchets, nous les recyclons, les brûlons. Nous brûlons 2,4 millions de tonnes, mais nous générons également 1,4 TWh plusieurs jours par semaine, toutes les semaines de l'année. Et nos équipes dédiées les vendent sur les marchés. On a une stratégie sur 3 ans. C'est ce qui va se passer. Et on maximise tout cela pour avoir la capacité d'apporter de l'électricité propre et qui tient la route. Mais ça veut dire que notre business d'enfouissement diminue. Mais la fermeture des sites d'enfouissement est un bel actif. Nous les convertissons, les transformons en fermes solaires. Dans le sud, nous avons ouvert la 3e ferme solaire du Royaume-Uni. Et c'est un site d'enfouissement toujours ouvert. Et quand ce site d'enfouissement fermera, nous aurons plus de capacité à le faire. Nous voyons l'utilisation de nos activités pour changer le marché et apporter les solutions que veulent nos clients. Alors, on fait l'énergie issue des déchets, le solaire sur nos sites d'enfouissement. Mais quand je vais dans le traitement des eaux usées, on voit un site ici. Nous importions du pouvoir de par le passé. Nous avons compris, en utilisant notre expertise en interne, que nous pouvions réduire cette demande. En utilisant également notre équipe de biogaz, nous pouvons produire plus de biogaz en traitant les déchets mieux et les utilisant. Nous sommes passés d'importateurs d'électricité à exportateurs d'électricité. Alors on comprend qu'il s'agit d'une génération d'électricité. C'est une question de trier de carbone. C'est maximiser le faible carbone, mais aussi minimiser les déchets. Qu'est-ce que nous avons appris de nos collègues en Europe du Nord? Ils ont l'objectif de décarboner leur flotte de véhicules. À Londres, ils ont 100 véhicules. Nous avons 54 véhicules qui sortent du site que vous allez visiter cet après-midi. Ce sont des véhicules qui émettent peu, qui ne sont pas bruyants. Et ils ont en fait un mode de collection très intéressant. Ils vont sur nos sites de réutilisation des déchets. Nous chargeons les véhicules, nous les chargeons nous-mêmes parce que la gestion des batteries est essentielle. Et ce que nous avons trouvé, c'est que en fait, les véhicules, quand ils revenaient, avaient beaucoup d'énergie dans la batterie, beaucoup d'électricité dans la batterie. Nous les réutilisons à 16 ou à 16 heures. Alors, le réseau a des besoins. Il y a un pic. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons connecté des véhicules dans le réseau et puis nous avons en fait enlevé l'électricité des véhicules. Un véhicule peut en fait alimenter jusqu'à 100 foyers pendant les heures pointes, entre 16 et 18 heures. On charge la nuit quand il y a moins de demandes, quand ça coûte moins cher. Les clients nous voient utiliser leurs déchets pour en fait alimenter leur véhicule en électricité, pour apporter de la valeur et la bonne flexibilité alors que le marché change. Et par rapport au réseau de chaleur, nous avons des réseaux de chaleur avec un financement de 25 millions et malheureusement nous allons devoir encore faire des tranchées dans Londres, mais le bénéfice est énorme pour les réseaux de chaleur locaux, la réduction des gaz à effet de serre et la demande est constante et même augmente parce que les personnes veulent la sécurité et veulent les réseaux de chaleur locaux. Et nous voyons donc ici avec le site de Sheffield où la demande a été maximisée, mais nous avions donc une saturation, donc il fallait s'améliorer et on a mis la technologie IA et on a regardé l'historique également parce qu'il s'agit de 50 km de tuyaux en sous-sol et bien sûr ça n'est pas changeable en 10 minutes, pas comme les réseaux électriques et donc on a regardé la demande par le passé, les donc variations de température
mesure et nous avons regardé donc les modèles au niveau académique et on voit les pics de demande. Et ce que nous ne voulions pas faire, c'est fournir de l'électricité aux clients qui n'en avaient pas besoin. Et donc, il fallait changer les flux, il fallait les changer donc la veille pour être prêt pour le pic de demande le lendemain matin. Et donc, là, l'équilibre change. Il y a beaucoup plus de pics et c'est pourquoi nous essayons d'optimiser ceci en travaillant donc de façon rapprochée avec les clients pour réduire le CO2, mais aussi avoir plus d'efficience par rapport à la réponse à la demande. Les pics donc du matin de 6h à 10h, ensuite donc une réduction de la demande jusqu'à 16h. Et donc nous gérons ceci avec les prévisions. Aussi au niveau industriel, certaines industries ont cette vision et il y a un site ici qui a développé 150 acres donc pour la fabrication donc de boissons. Et ce que nous avons fait, c'est donc un réseau de chaleur et de refroidissement donc connecté localement. Et donc sur ce site industriel de fabricants de boissons, nous fournissons à la fois la chaleur et les services de réfrigération. Et vous voyez donc ce site qui est une belle illustration de 30 kilotonnes de CO2 évités par an. Et nous voyons donc ces investissements avec ces clients, avec des clients locaux et des réseaux donc de chaleur et de refroidissement locaux et décarbonés. Mais en termes d'efficience énergétique, eh bien sûr, nous essayons d'optimiser la fourniture d'électricité, nous essayons d'éduquer et d'aider nos clients et de réduire la demande en énergie. Et par exemple, les hôpitaux, avec financement du gouvernement, nous travaillons avec 7 centres hospitaliers principaux, à Eastbourne en particulier. Donc l'objectif étant de rénover, mettre du double vitrage, de nouveaux éclairages, etc., isolation thermique et une réduction de CO2 avec des pompes à chaleur, des pompes hydrauliques et avec des panneaux solaires au-dessus du parking qui permet aux clients d'économiser 200 000 livres par an et 23 kilotonnes d'émissions de CO2 évitées par an avec l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne pour atteindre ces objectifs. Et c'est ainsi que nous décarbonons davantage l'empreinte carbone de ces hôpitaux. Et voici un résumé de là où nous en sommes. Nous travaillons avec nos clients sur tous ces aspects. Le marché change et l'objectif est d'atteindre 95% d'électricité à bas carbone, et que ce soit donc les clients industriels et publics. Et nous voyons de belles illustrations de ces partenariats en plein fonctionnement actuellement. Merci beaucoup, Gavin. Et venez vous asseoir ici. Et en fait, pour tout vous dire, nous étions en discussion pour savoir si nous revenions donc en duplex avec Dubaï, mais nous avons décidé de ne pas le faire parce que les problèmes de connexion audio perdurent. Et donc, nous aurons une vidéo pour vous donner toutes ces explications. Donc, en différé. Et bien sûr, nous avons maintenant une session questions-réponses. La procédure est simple. Vous levez la main, vous aurez un micro et vous pourrez poser votre question. Et bien sûr, pour ceux qui nous suivent à distance, eh bien, vous pouvez également nous envoyer vos questions. Assurez-vous juste que vous entrez dans l'onglet Q&A, questions-réponses. Et vous l'avez déjà trouvé pour certains. C'est fantastique. Maintenant, avant de passer à cette session questions-réponses et pour replacer la stratégie de Veolia dans ce contexte plus large du marché national, eh bien, pour mieux comprendre où nous allons en termes de réglementation dans les 2-3 années à venir, eh bien, je vais accueillir notre invitée Caroline Bragg, qui est la PDG par intérim de ADE, l'Association de l'énergie décentralisée. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous.
J'aimerais conclure les présentations de ce matin avec un aperçu du marché national ici au Royaume-Uni et ce que l'on peut attendre en termes d'énergie décarbonée et décentralisée dans les années à venir. Et premièrement, prenons un peu de recul et regardons où nous en sommes actuellement. Il ne fait pas de doute que l'approche que nous avons prise dans les dernières décennies en termes d'énergie doit changer. Nous sommes dans une situation actuellement où le système d'électricité, les opérateurs et le modèle dominant concerne la redistribution de 5% de notre marché de génération vers 65% du marché de régénération intérieure. Et l'objectif actuel est sans fin s'il n'y a pas les outils ni la stratégie adéquate pour réorienter tout ceci. Et ce que l'on voit également, c'est une approche à l'infrastructure des réseaux qui crée des conséquences sans précédent, qui sont frustrantes, là où nous devons déployer beaucoup plus rapidement, là où nous en avons besoin, donc typiquement, par exemple, dans la mer du Nord, mais qui crée également des cercles vicieux de demandes supplémentaires et de pression sur les domaines d'application, là où nous ne voulons pas les voir. Et enfin, si l'on regarde les bâtiments et les locaux commerciaux, nous sommes dans une situation où les marchés que nous avons pour la chaleur décarbonée et l'efficience énergétique ne sont pas au même rythme de la décarbonation dont nous avons besoin. Ce qui veut dire que dans les 3 dernières années, nous avons été en décorrélation par rapport à la crise et pas dans la trajectoire, ce qui veut dire que nos objectifs de décarbonation ne vont pas être atteints d'ici la fin de la décennie et même dans les années 2030. Que faisons-nous donc par rapport à ça? Eh bien, la réponse que nous prenons à la fois en termes de gouvernement et d'industrie, comme Veolia, va vers un système beaucoup plus régional que nous l'avons actuellement. Et nous le voyons en termes de gouvernance, d'infrastructure et de marché. Si l'on regarde d'abord la gouvernance, eh bien cette année, nous aurons une introduction d'un nouvel opérateur de système de distribution et pour la première fois, les planificateurs stratégiques régionaux et les autorités locales publiques vont travailler de concert. Et nous aurons un facilitateur de marché également pour amener à jour les marchés locaux. Regardons d'abord l'infrastructure. Nous voyons cette fragmentation d'un réseau de gaz naturel vers une approche beaucoup plus harmonisée. Nous en avons parlé. Le réseau de chaleur au Royaume-Uni va passer de 2%, 3%, donc là où il est maintenant, à 20% d'ici 2050. Une augmentation spectaculaire pour ce que nous voyons jusqu'à présent et nous le voyons ailleurs également dans les réseaux d'hydrogène que nous construisons dans le nord-est et le nord-ouest du pays et également en termes d'électricité. Et troisièmement, parlons des marchés. En Grande-Bretagne, nous avons l'un des niveaux les plus élevés d'électricité locale, flexible, donc sous contrat, et non soumis à appel d'offres. Et en plus de quoi, nous répondons au niveau de contraintes par rapport aux nouveaux marchés, en particulier par rapport aux marchés locaux, par rapport à Piclow dans le sud de l'Écosse, qui sont en appel d'offres actuellement. Et donc, c'est impossible d'aller vers le nouveau système dont nous avons besoin sans intégrer les marchés qui sont bien en deçà de là où ils devraient être actuellement. Et comme nous le voyons, la taille du potentiel en Grande-Bretagne est énorme. Nous avons une situation où nous pourrions atteindre 85 TWh, donc 90% de la demande locale, avec ce gros réservoir non utilisé dont Estelle parlait. Le gouvernement pense
que 90% de ces 95 TWh pourraient être remplis avec les chaleurs locales, donc de data centers, d'industries, qui sont des chaleurs fatales actuellement et qui sont ignorées. Et si l'on regarde les opérateurs électriques locaux, nous pourrions atteindre 13 gigawatts seulement avec la flexibilité latente qui existe, avec la façon dont on va utiliser donc, au niveau résidentiel, industriel et commercial. Et troisièmement, nous pensons que la décarbonation locale est l'un des plus grands défis, non seulement au niveau énergétique, mais également pour nos objectifs en termes de changement climatique. Et il faut regarder dans tous les types de sites les plus variés et leur capacité de décarbonation, ce qui va faire des grosses différences en termes de millions de tonnes de CO2 économisées. Enfin, j'aimerais faire quelques remarques sur ce que nous faisons non seulement pour continuer ce progrès que nous avons effectué et que dont vous avez entendu parler aujourd'hui, mais aussi comment accélérer cette tendance et aller plus loin. De mon point de vue, sur l'énergie industrielle, nous avons vu de grandes avancées, en particulier avec les premiers groupements d'hydrogène et de réseaux qui ont été annoncés, mais nous devons avoir une vision encore plus large par rapport aux sites les plus épars et comment nous pouvons les décarboner. Nous avons vu des réformes par rapport aux distributions et aux réseaux et nous allons voir ces améliorations dans les années à venir, mais nous devons penser de façon beaucoup plus radicale par rapport à notre stratégie, par rapport à tous ces sites, et nous avons besoin de plus d'efficience sur ces réseaux de chaleur et d'électricité. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas aucun moyen dont la Grande-Bretagne va répondre à ses objectifs d'ici 2030 sans accélérer cette trajectoire de décarbonation. Et dans les derniers mois, nous avons vu des réglementations bienvenues sur ces progrès, donc sur le zonage des réseaux de chaleur et sur la décarbonation plus globalement, mais nous devons nous assurer que nous remplissons tous les points de détail par rapport aux multinationales, aux grands acteurs du marché de la Grande-Bretagne et pour les villes aussi et les autorités locales. Et nous devons mettre en œuvre ces engagements qui ont été effectués par le gouvernement du Royaume-Uni pour que ce marché soit plus attractif que les investissements dans le gaz et les énergies fossiles. Et il faut donc avancer vers des signaux beaucoup plus forts de marché, vers les avantages de cette énergie décarbonée pour les réseaux locaux et nationaux. Et je vais vous laisser avec une vision plus large de là où nous devons aller. La flexibilité doit rester au même rythme que le déploiement de nouvelles générations que nous prévoyons pour les années à venir. Et le seul moyen de faire ceci, c'est que les nouveaux systèmes soient très audacieux par rapport à la libération de ces marchés de flexibilité et d'utilisation de ces réseaux. Et les opérateurs locaux et tous leurs satellites seront dans un système intégré et bien plus intégré qu'il ne l'est actuellement. Sa transformation telle qu'il est aujourd'hui vers un système à venir, nous avons besoin de cette organisation qui soit fondamentalement dirigée par l'informatique et qui soit dirigée également par la réglementation publique. Et nous avons parlé beaucoup de ces réseaux. Il ne faut plus penser en silos de réseaux de chaleur, gaz, électricité. Nous avons besoin d'un système où des entreprises telles que Veolia peuvent investir dans des réseaux qui donnent des incitations positives envers ces synergies pour que nous puissions mettre à profit les différentes infrastructures pour le système dans son ensemble. Et enfin, je pense que ce ne serait pas opportun, surtout au Royaume-Uni, de ne pas parler des enjeux. Nous avons vu dans les 3 dernières années la vulnérabilité de notre système actuel et les conséquences d'un manque d'ambition pour la décennie à venir. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour aller vers un système beaucoup plus efficient au niveau local et international. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous allons donc ouvrir la session questions-réponses et j'ai vu votre main levée. Nous avons une première question ici. Oui, bonjour, Alexandre Rancier, Bank of America. J'ai une question peut-être plus globalement sur les objectifs. Il nous faut peut-être encore quelques semaines pour avoir les objectifs et les chiffres précis, mais est-ce que vous avez peut-être des éléments à nous donner par rapport aux chiffres d'affaires et des ambitions pour l'année à venir et en termes de marge? Est-ce que vous est-ce que vous pensez que vous aurez plus de parts de marché et donc plus de marge? Et plus généralement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'intensité de l'utilisation des capitaux et en termes de renouvellement des contrats? Alors, la croissance en chiffre d'affaires, oui, en effet, nous avons bien sûr de fortes ambitions par rapport à cela. Nous parlons de plus 50% d'ici la fin de la décennie. Donc, croissance très forte à un chiffre, mais donc bien sûr avec des fluctuations donc d'année en année, excluant les cours énergétiques parce que il y a une décorrélation, comme je le disais, et donc c'est pourquoi nous n'avons pas d'objectif précis en termes de chiffre d'affaires, parce que même s'il y a une faible réduction, ça ne change pas l'objectif par rapport aux marges. Et à mon sens, j'ai plus d'attention en termes de gigawatts déployés plutôt que le chiffre d'affaires qui peut fluctuer par rapport au cours de l'énergie. Donc voilà juste une idée globale là-dessus. Deuxième élément, est-ce que nous allons donc augmenter notre part de marché et sacrifier nos marges? Eh bien, la réponse est non. Nous voulons les deux et nous aurons les deux, comme nous l'avons démontré par le passé. Et c'est quelque chose qui est crucial, l'augmentation des parts de marché et de la marge. Donc, ce sont les deux ensemble, les deux de concert. Donc, retour sur investissement et augmentation des parts de marché. Et nous l'avons vu avec le portefeuille actuel et la trajectoire. Oui, et pour répondre à votre question davantage, Alexandre, eh bien, Estelle a expliqué que nous sommes prêts à investir davantage, mais que nous allons garder cette discipline en termes de taux de retour interne. Et comme je l'ai expliqué, nous sommes prêts à investir sur certains projets. Nous avons de très bons projets au niveau financier et côté réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont une corrélation des zones. Nous avons différents business models. Certains sont plus intensifs en capitaux que d'autres parce que certains sont plus basés sur les services, donc moins intensifs en capitaux. Et nous pouvons également donc utiliser les fonds des partenaires, ce que nous avons fait pour certains projets en France. Nous avons combiné et développé les projets avec des partenaires financiers et où nous gardons les opérations des sites et en utilisant, donc en mettant à profit ces fonds des partenaires, nous pouvons développer davantage de projets avec les mêmes capitaux côté Veolia. Et pour élaborer par rapport à ce que dit Claude, eh bien sur les trois sous-segments dont nous avons parlé, donc le premier et le dernier sont plus intensifs en capitaux, et le troisième est un peu plus. Et nous avons Leipzig, Chorów et donc Budapest et Prague, où ils étaient tous à plus de 10% de retour sur investissement. Et donc, c'est un bel exemple de taux de retour interne. Donc, voilà des exemples donc avec plus forte intensité en capitaux, où il y a un beau taux de retour interne. Oui, et tous ces chiffres sont dans le livret que vous avez. Et si vous ne l'avez pas, demandez-en rapidement. Est-ce que nous pourrions prendre une question en ligne avant de revenir dans la salle? Je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, je vais revenir aux questions dans la salle dans un instant. J'essaye d'être un peu équitable avec les personnes en ligne. Donc, quel est l'impact global des cours énergétiques élevés? Est-ce que vous avez bénéficié de ces cours élevés? Et si c'est le cas, qu'attendez-vous pour 2024? Question intéressante.
Comme je l'ai dit, donc les cours, donc les prix donc électriques sont pass-through, c'est-à-dire décorrélés des cours des matières premières et de l'énergie, donc pas de problématiques par rapport à cela. En moyen à long terme, plus le cours donc de l'énergie est élevé, plus il y a de demandes en termes d'efficience énergétique et de réduction de la consommation d'énergie. Donc ça aide à moyen terme, mais il y a une autre tendance, la décarbonation, c'est-à-dire non seulement économiser de l'énergie pour réduire la facture, mais également parce qu'il faut réduire l'empreinte carbone. Et donc motivation double en quelque sorte. Et les cours énergétiques doivent être vus aussi avec les cours du CO2 qui sont à 90 € la tonne actuellement. Et donc c'est un retour sur les projets et une motivation pour les clients de venir nous voir. Et donc à court terme, pas d'impact. Moyen, long terme, un impact positif globalement parce qu'il y aura plus de demandes pour nos services avec cette combinaison donc de motivation énergie CO2 avec les cours qui augmentent. Merci beaucoup Estelle. Attendez un instant, je vous vois tous, je reviens vers vous dans un instant. Merci beaucoup de votre patience. Cher monsieur, posez votre question. Oui, bonjour Ahmed Jeffries, j'ai 3 questions en fait. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous donner un contexte par rapport à l'historique de ces 3 divisions, donc par rapport à la croissance du chiffre d'affaires, EBITDA, qu'est-ce qui a été donc obtenu au niveau organique dans les dernières années? Deuxièmement, donc par rapport à la bioénergie, et si vous pourriez donc développer davantage, donc pour aller vers 8 gigawatts, qu'est-ce que cela représente en termes de CAPEX? Quel est donc le plan de développement et comment donc faire cet approvisionnement de chiffre d'affaires et les contrats donc à long terme peut-être que vous avez en tête? Et dernièrement, les réseaux de chaleur locaux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire d'être le numéro 1 en réseau de chaleur? Est-ce qu'il s'agit plus du résidentiel, des clients industriels ou commerciaux? Et donc, quelles sont les opportunités là-dessus? Quelle est votre vision? Merci de ces questions. Alors, globalement, les 3 divisions, enfin je ne les appelle pas des divisions, ce sont des sous-segments, mais bon, quoi qu'il en soit, les 3 sous-segments sont en croissance et ceux qui ont une croissance la plus forte sont certainement la bioénergie et l'efficience énergétique. Mais nous avons vu une reconnexion et beaucoup de croissance en donc réseau de chaleur depuis la guerre en Ukraine. Donc c'est difficile de répondre en termes généraux parce que c'était un marché qui était en croissance plus faible et qui est en croissance bien plus forte parce que la sécurité de l'approvisionnement est bien plus importante dans les 2 dernières années par rapport au passé. Également, la sécurité des cours au moyen terme. Donc, globalement, 5% de croissance par an, qui est plus élevé que la moyenne du groupe, et l'IBEDIA, vous l'avez sur les slides. Donc, en termes du business plan donc, énergétique, et pour en venir à votre question, eh bien, chaque process est différent parce que la première chose à savoir, c'est que c'est par produit. Donc, typiquement, lorsque vous utilisez donc un site de traitement des eaux usées pour produire du biogaz, eh bien, le CAPEX augmente pour donc installer les unités de biométhane et de biogaz. Bon, bien sûr, s'il fallait construire tout le site de traitement des eaux usées, ce serait beaucoup plus élevé. Donc, factoriser les deux est parfois difficile parce que c'est construit sur un site que nous avons déjà. Donc, le CAPEX n'est pas très élevé, donc c'est construit sur un élément déjà existant. Le site de traitement des eaux usées est déjà construit dans mon exemple. La même chose pour les sites d'enfouissement, donc centre de traitement des déchets. Donc, c'est habituellement un CAPEX supplémentaire pour augmenter l'efficience énergétique, pour connecter au réseau, etc. Donc, c'est ce type de CAPEX auquel nous avons et c'est pourquoi je disais que c'est un CAPEX faible pour ce type de business model, mais
C'est du CAPEX supplémentaire en quelque sorte. Et l'autre question que je suis heureuse que vous avez posée, eh bien, c'est vraiment mon appel à l'action, mon appel au combat que je donnais dans mes remarques de conclusion. Eh bien, 4 ans. Nous avons 4 ans pour installer des panneaux solaires, donc pour obtenir ces autorisations pour installer des panneaux solaires sur un site d'enfouissement couvert. C'est trop, c'est vraiment beaucoup trop. Et juste pour vous donner un exemple, on ne peut pas demander la connexion au réseau avant d'avoir les permis, les autorisations en France. On ne peut pas les faire en parallèle. Il faut le faire de façon consécutive. Et au Royaume-Uni, c'est le contraire. On ne peut pas faire demander une autorisation avant d'avoir l'autorisation au réseau. Je ne sais pas ce qui est pire. Et donc, comment peut-on être rapide et efficace lorsqu'on est embourbé dans toutes ces procédures administratives et bureaucratiques? Et parfois, ça me rend complètement dingue. Et souvent, on me demande quels sont les meilleurs pays en Europe ou les pires en termes de procédures administratives. Eh bien, je dirais, nous sommes tous mauvais. Et aux États-Unis, avec l'IRA, on parle de mois. Lorsqu'il s'agit de l'autorisation de financement, 3 mois pour obtenir l'autorisation du soutien gouvernemental et dans le premier mois, vous avez l'argent sur votre compte en banque. Donc, en quelque sorte, on a ce potentiel non utilisé sous les pieds actuellement, sous la main, mais il faut cette dynamique, cet engagement et ce rythme. Il faut alléger les procédures administratives, il faut absolument se rendre compte qu'il faut accélérer et simplifier les procédures. Et c'est un appel à l'action pour tous dans cette salle. Je suis sur le front par rapport à ce combat et j'espère que vous pourrez me soutenir dans ce combat également. Donc, par rapport au réseau de chaleur, Claude l'a expliqué précédemment. Vous avez plusieurs éléments qui se combinent à la croissance des réseaux de chaleur locales. Donc, par rapport, premièrement, à la connexion au réseau, et la plupart des personnes regardent la différence entre le coût de l'électricité venant d'une source centralisée ou d'un réseau de chaleur local. Et dans les dernières années, nous avons vu beaucoup de connexions nouvelles à des réseaux de chaleur existants en Europe, depuis la guerre en Ukraine en particulier, pour être honnête. Parce que les personnes se sont rendues compte que, en fait, il y a une grosse fluctuation des cours de l'électricité et qui parfois peuvent s'envoler, et alors que les réseaux de chaleur locaux sont sécurisés pour des années. Donc, premier moteur, les prix. Deuxièmement, le développement de ces réseaux avec de nouveaux bâtiments, des hôpitaux, etc. Et donc, petit à petit, une augmentation du rayon de ces réseaux. Et on va en voir un bel exemple donc avec Lineman Way cet après-midi. Donc, un élargissement du réseau petit à petit. Troisième tendance, privatisation. Les réseaux de chaleur en Europe représentent 75% globalement d'opérations et de gestion publique, alors que 90% de l'efficience à Varsovie, donc il faut une plus grande efficience de la façon dont on gère ces réseaux. Donc c'est une combinaison de ces 3 éléments. Et parfois, on combine les 3. Donc une grande source de 3 moteurs de croissance pour ces réseaux de chaleur. Prochaine question qui vient de quelqu'un en ligne.
Est-ce qu'on va se développer en dehors de l'Europe? Oui, nous y sommes déjà. Nous avons mentionné Braskem en Amérique du Sud. Nous sommes plus du côté énergétique industriel en Amérique du Sud actuellement, mais nous sommes déjà numéro 1 en termes d'efficience énergétique au Moyen-Orient. Donc l'exemple d'Enova que nous avons vu, qui est à croissance forte. En Asie également, où nous opérons le premier micro-réseau de refroidissement local à Hong Kong. Depuis 4 ans, Claude, si je ne m'abuse, nous avons des campus universitaires aux États-Unis également. Donc, nous sommes déjà présents ailleurs qu'en Europe et nous allons nous développer encore davantage là où nos services sont nécessaires. Là où il y a une intention de décarbonation, de relocalisation et là où nous pouvons faire la différence. Et nous voulons vraiment faire la différence là où nous opérons, être toujours dans les 3 plus gros acteurs sur un marché. Et c'est très important pour avoir des capacités en termes de prix, être compétitif et aussi par rapport aux appels d'offres qui va donc pousser nos marges et nos chiffres d'affaires. Merci. Maintenant, nous allons prendre votre question. Puis qui d'autre? Qui avait levé la main aussi? Ici. D'accord. Bonjour. Had Fuller de Morningstar, merci pour votre présentation. J'ai donc 2 questions. La première, vous avez dit 15% du revenu du groupe peut être perçu comme étant cyclique. Est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres pour votre activité énergie et pour les 3 sous-segments, s'il vous plaît? La deuxième question. Cette question de réseau, je ne pense pas que ce soit un modèle de base d'actifs réglementés. Vous devez avoir pas mal d'expositions. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur cette exposition, le volume de l'exposition et si le réchauffement climatique et les hivers moins froids représentent un risque pour votre modèle? Nous allons commencer à répondre à votre question. Merci. On n'a pas 15%, on a dit 15%, 85% est immunisé. C'est très important. Les 15%, eh bien, je n'ai pas le chiffre comme ça au débeauté, mais je vais vous donner une réponse plus collective. Le chauffage réseau, 54%, est parfaitement à l'abri, comme l'a dit Claude tout à l'heure. C'est un service essentiel. Quoi qu'il arrive, il faut chauffer chez soi. On peut avoir 1 degré de moins de chauffage si on a des problèmes d'argent. Oui, on l'a vu. On l'a mis en œuvre parce que, vous le savez, l'énergie efficacité, c'est aussi une réduction de la consommation individuelle. Donc, un système central, pas d'exposition au macro, etc. Alors, l'efficacité énergétique des immeubles, des industries, 3, quelque chose milliards. C'est pour les immeubles, c'est plus des centres commerciaux, les hôpitaux, c'est protégé. Il y a la partie industrielle qui est moins protégée, limitée, car je crois que c'est 730 millions sur les 3 milliards, c'est assez limité. Donc là-dedans, nous avons des industries très résilientes, par exemple pharma, pour vous donner un exemple, et d'autres qui le sont moins, donc l'automobile. C'est très limité mais dans cette partie industrie. Alors ça, c'est une réponse plus globale. Peut-être que Claude a une réponse plus détaillée, une exposition très limitée. L'exposition volume, c'est intéressant. L'exposition volume est surtout liée au climat. On a des hauts et des bas dans le climat. Mais les gens ne parlent pas de réchauffement climatique. Il parle de dérèglement. Il parle de changement, dérèglement climatique. On parle plus. Excusez-moi, je pensais en français. On parle du changement climatique. Il ne fait pas juste chaud, plus chaud en moyenne, mais il fait plus chaud et plus froid. Mais pas au moment
habituel, pas qu'on s'y attend. Il fait -1, -2 à Londres et il faisait -20 en Scandinavie. Ça ne veut pas dire que le changement climatique n'est pas là. C'est juste que ça ne réchauffe pas tous les jours. Les hauts et les bas sont plus extrêmes en quelque sorte. Il n'y a pas d'impact direct sur le changement climatique. Il y aura des pics plus extrêmes selon la saison. Donc la saison a été très chaude ou pas très froide. Et quand on pense aux réglementations, pour le réseau, chauffage par réseau, on parle avec le régulateur sur combien nous allons produire pour l'hiver à venir. Le prix est fixé avec une projection spécifique pour l'hiver prochain. C'est ce qui est la base du tarif. En termes de volume, donc, est-ce que vous parlez? Il n'y a pas d'exposition volume. Après, on a le risque climatique de l'année. Ça, c'est l'exposition de Veolia. Faire plus froid, il faut faire plus chaud pour l'hiver. C'est une vraie exposition. C'est comme ça qu'on gère les discussions avec notre régulateur. Ils ont d'ailleurs des benchmarks et ils les regardent et dans tous les pays où nous opérons, on est toujours le numéro 1, on est toujours le meilleur. C'est très important pour fixer les tarifs pour la prochaine saison de chauffage, comme vous pouvez l'imaginer. Merci beaucoup Claude. Je négocie pour qu'on puisse prendre autant de questions que possible. Imam, peut-être que nous pouvons vous donner le micro. Janet Wood de New PowerPoint et membre du conseil du réseau chauffage écossais. Alors, comme nous l'avons entendu de Caroline, nous avons un nouveau cadre pour les livraisons locales avec le planificateur d'énergie régionaux, des plans d'énergie locaux, des opérateurs dans le réseau électricité, etc. Est-ce que ce cadre va fonctionner pour une entreprise comme Veolia pour apporter ces livraisons? Ce cadre est mis en place maintenant. Qu'est-ce qui serait sur votre liste pour ces organisations, sur leur périmètre, leur pouvoir, etc. Alors, je pense que le cadre local nous convient. Je pense que nous sommes plus locaux, plus décentralisés. C'est cette cohérence entre tout. Il y a une tendance à être séparés et aller chacun d'un sens différent. Je pense qu'on aimerait bien avoir de la cohérence là-dessus. Ça pourrait être utile d'apporter, de livrer les choses plus rapidement pour le net et pour le bilan. On va se pencher là-dessus pour voir comment ça se développe. Pour l'instant, c'est positif. On doit travailler plus vite. Et à certains égards, on veut que ce soit local et que ce soit cohérent dans tout le Royaume-Uni, à tous les égards d'ailleurs. Mais je ne comprends pas. Vous pouvez écrire votre liste de demandes? Non, c'est peut-être ma wishlist, oui. On s'en félicite. Et le dialogue? Et est-ce qu'on peut réagir rapidement? Ou est-ce qu'on peut avoir de la cohérence entre les différentes régions? Parce que nous travaillons sur différents secteurs. C'est la seule inquiétude que nous ayons. On nous dit qu'on peut prendre encore 2 questions. Peut-être une question d'ici, puis on prendra votre question. Vous avancez vers ce côté-là de la pièce. Vous allez me détester. On va avoir 3 questions supplémentaires. Je vais prendre une question en ligne. Vous avez le micro? Bon, allez-y. Roger Morgan de City AM. Vous dites comment vous voulez accélérer la stratégie et être plus agressif avec. En quelle mesure est-ce que ça rentre dans la stratégie M&A et l'avenir, soit le pour, soit le contre, hein? Alors, le M&A peut jouer un rôle. On a un potentiel de croissance organique. Ça, ce serait la réponse en 2 mots. Quand je dis que nous sommes prêts à investir 2 milliards d'ici à la fin de la décennie de 2 à 4, c'est le CAPEX et le M&A. C'est donc les deux, ou l'un ou l'autre. On est déjà en train de faire quelques
modifications de l'énergie. Par exemple, nous avons de bons biogaz multiples, de déchets organiques non utilisés. C'est quelques millions d'investissements dans le M&A. Ça, on le fait déjà. Mais ça peut être augmenter le rythme de choisir le M&A. On a déjà beaucoup de projets en réalité en croissance organique. Ça va être une combinaison des deux. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a des choses qu'on a fait en M&A. Bon, je veux dire, on a un très bon passé. Je parlais de Prague et de Budapest parce que quand on a fait le business plan, nous nous sommes penchés sur le projet. Nous savions que nous pouvions apporter beaucoup de valeur. C'est aussi une question de se pencher sur les opportunités une par une et voir où on peut ajouter de la valeur et où on peut l'ajouter. Ça peut être par synergie ou des efficacités dans les opérations, plus d'efficacité dans les opérations. On peut améliorer notre M&A. C'est vraiment ça. On ne fait pas le M&A juste pour faire du M&A. On fait du M&A là où on voit une opportunité d'apporter beaucoup de valeur. Et pour développer un peu ce que vous avez dit, on reste toujours très rigoureux dans nos investissements parce qu'un investissement dans le CAPEX et le M&A, c'est toujours les mêmes règles. C'est cette idée de plus 4%, on a d'autres critères, mais ça, c'est central. Merci beaucoup. Bon. Je suis désolée, j'avais déjà attribué la prochaine question. Pardonnez-moi. Nous vous écoutons. Véronique Dupont, de l'agence France Presse. Deux questions. Deux questions sur l'incinération des déchets non recyclables. Il y a un effort général pour réduire les déchets. Comment cette activité peut-elle être durable sur le long terme s'il y a moins de déchets à brûler? Ça reste de l'incinération. Donc même si on ne incinère pas ces déchets et les carburants, ça y a beaucoup d'émissions. Comment décarboner? Est-ce que vous avez l'intention de capturer le dioxyde de carbone? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. La réduction des déchets, je dirais même le recyclage, même l'éco-conception, tout ce que nous promouvons, tout ce que nous faisons diminue, bien entendu. Diminue l'empreinte carbone. C'est une très bonne nouvelle. Ce qu'il faut récupérer, ça réduit ce qu'on doit récupérer ailleurs, comme l'énergie. Mais si on pense aux deux objectifs côte à côte, prenons l'exemple des pays scandinaves. C'est un très bel exemple de ce qu'on fait de mieux dans le secteur occidental, dans le secteur des déchets. On n'a presque plus d'enfouissement, mais on a des projections énergétiques et la moitié vient du non recyclable et l'autre moitié est recyclable. On a un peu de marge de manœuvre pour le recyclage et les déchets. On a un peu d'espace pour l'énergie, la récupération de l'énergie. Quand je dis non recyclable, il faut être positif en termes d'impact. Parfois, on peut recycler, mais ça peut consommer plus d'énergie de recycler que l'énergie qu'on économise en recyclant, ou le dioxyde de carbone qu'on économise en recyclant. Donc, le grand effort, pour moi, doit rentrer dans l'éco-conception. Ne pas être dans une situation où les choses sont si difficiles à recycler qu'il faut consommer beaucoup de dioxyde de carbone pour avoir les différentes couches, l'emballement retiré un par un. Ça, c'est la réalité. Quand on va au supermarché, on a beaucoup d'emballages, n'est-ce pas? Ça va côte à côte. On a beaucoup de potentiel pour y arriver. Pour l'énergie, la récupération de l'énergie de déchets non recyclables. C'est sans doute moins le cas pour l'activité enfouissement. Incinération et dioxyde de carbone, oui et non. Le déchet va dans l'énergie qui vient des déchets, 60% vient des déchets organiques, 40% sont des déchets non organiques. Les 60% que nous émettons, ce sont l'émission, c'est du dioxyde de carbone biogénique, donc les 60%
sont neutres du point de vue réchauffement carbone. Donc on a 60% d'émissions qui sont bien, 40% qui sont du dioxyde de carbone mauvais, du mauvais dioxyde de carbone. C'est comme le bon et le mauvais cholestérol, hein. Pardonnez-moi pour la métaphore. C'est la même chose pour le dioxyde de carbone. On a le bon dioxyde de carbone biogénique qui accélère le cycle naturel des arbres qui émettent du dioxyde de carbone et qui revient. Puis on a le mauvais dioxyde de carbone, c'est des dioxydes de carbone des carburants fossiles. Donc c'est pour cela que les déchets qui viennent, l'énergie qui vient des déchets est meilleure que l'énergie carbone. Je peux vous donner un peu plus de détails si vous le souhaitez. Si c'est tout à fait compréhensible, je pense que c'est une bonne métaphore. Le bon et le mauvais dioxyde de carbone. On va prendre une dernière question et malheureusement, il va falloir s'arrêter là. Mais comme l'a dit Estelle, nous allons avoir une pause repas. Vous pourrez continuer les discussions. Merci. Merci de répondre à ma question. Peut-être pour ce qui a à voir avec l'efficacité énergétique, vous dites que vous vendez de l'énergie dans votre business. Je me demandais si vous aviez des engagements de volume. Y a-t-il un risque? Si vous produisez moins, vous devez acheter de l'énergie sur les marchés à un prix très élevé. Et ensuite, la partie bioénergétique, vous parliez de 8 gigawatts et 3 gigawatts d'ici à 2030. Je veux savoir si les deux sont accumulés, 8 plus 3, et combien a été assuré. Est-ce que ça va croître en ligne avec la capacité accrue? L'efficacité énergétique, aucune exposition à ce que vous dites, c'est pas arrivé. On achète l'énergie pour les clients et on a une incitation à apporter des économies d'énergie. Mais on n'est pas dans la situation que vous disiez. Les contrats sont protecteurs pour nous. Les 8 sur 3 sont cumulatifs. Il y a 8 gigawatts de bioénergie plus 3 gigawatts de flexibilité sur le marché. On ne peut pas tout ajouter les uns aux autres. C'est trois poches différentes de l'industrie. Et vous le savez, on peut faire le maximum avec le type de marge qu'on a. On n'est pas là pour la croissance pour la croissance. Oui, il va y avoir une croissance de notre activité également. Ce que l'on voit, c'est beaucoup de demandes. Une grande fraction de cela est sécurisée. On a des projets, mais comme l'a dit Estelle, le projet va prendre un peu de temps à se développer. Parfois, c'est maintenant. On commence à répondre aux commandes. D'autres viendront plus tard. Quand on parle de la capacité de ce que l'on peut installer dans les sites d'enfouissement en France, ça va prendre du temps. Alors, on a les pistes, mais il faudra attendre un peu avant de le voir dans le PNL de l'année. Donc, pour vous dire, on a une liste de projets dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Australie, en Europe. C'est la somme de projets existants, des projets déjà identifiés et pour lesquels je suis tout à fait certaine. Pourquoi? Pourquoi pas avant 2030? Eh bien, du fait des procédures. Mesdames et messieurs, merci. Merci pour votre attention. Si je ne m'abuse, Estelle, Claude, Kevin, vous êtes toujours disponibles, vous allez rester pour parler avec le public. Pendant la pause repas, c'est un buffet. Bon appétit. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous pour aller à London Way, pour voir les solutions, pour les expérimenter, pas juste entendre ce que nous faisons. Merci. Merci beaucoup pour votre attention.